Bonsoir. Est-ce qu'il y a des annonces de service, maître Gauthier? Aucune. Non. On prépare les 20 ans d'EDF ce printemps, mais par ça. Ah oui, et ils ont un nouveau web designer. On peut aussi remercier au passage notre ami Marc Verstappen, là, qui est pour une fois, fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai mis à jour le site. Tu as mis à jour le site, mais tu n'as pas envoyé l'invitation. Ouais. Mais lui, il va faire le... L'existence d'un geek tatoué, Pascal Bouillet, qui est prêt à collaborer pour aider Marc dans ses activités multiples et variées de soutien à l'EDF. La transition avec notre ami Frédéric qui avait assuré les choses pendant pas mal d'années est un peu chaotique, on va dire. On n'a pas fait aussi bien que l'on aurait voulu. Enfin, merci de l'aide et ça va. Alors, le prochain DBF, c'est janvier. Le 9, je crois. Le 9. Non. Non. C'est pas le même. Ça sera pas le 2. Ça sera sûrement pas le 2. Non. Ça doit être le 6, un truc comme ça. On parle du 6. Voilà, 6 janvier. Voilà, janvier le 6. Avec les crêpes. Bien, ce soir, notre invité est un vieil ami, enfin, un ami de longue date. De longue date. Le vieux ici, c'est moi. Un ami de longue date, Claude L'Église, qui a une carrière, une vie vraiment intéressante, avec des facettes qu'on va essayer de parcourir tous les deux. Alors, on va commencer par la biographie. Tu es né où? Avenue Foch, Paris 16e, dis-moi, c'est ce que mes parents m'ont dit. J'ai passé toute ma jeunesse à Versailles. D'accord, à Versailles. Et tu as été aux arts et métiers. Oui. Donc tu es un vrai ingénieur. Parce que c'est ce que les Gazards disent. C'est vrai. Mais pour dire un Usiné? oui, bien sûr. Bah forcément. Mais Pas forcément. à vrai dire, j'ai pratiqué le métier d'ingénieur pendant exactement 3 mois. Parce que autant l'école était passionnante, c'était vraiment très intéressant ce qu'on faisait à l'école. Mais une fois qu'il a fallu faire ça tous les jours, au bout de 3 mois, j'ai dit ok, il faut faire autre chose. Mais pendant ces 3 mois, qu'est-ce que tu as fait? J'écrivais des logiciels de test pour des microprocesseurs chez Texas Instruments. À Villeneuve-Loubet. Cafétéria, il y avait la vue sur la Méditerranée. Et tu as fait du bateau? Ouais, la planchette. T'en fais toujours? Ah, ça fait longtemps. Donc tu es passé du métier d'ingénieur au métier de... Ensuite, Texas. À Texas, c'est de planification de production. Il y avait une belle usine dans le temps de Villeneuve-Loubet et il fallait charger l'usine, décider qui allait acheter quoi, etc. Tu allais voir les clients? Oui, de temps en temps. Ouais. Qui est-ce que tu avais comme client? Oh, il y avait des tas de gens. J'oublie les noms. IBM, HP, Il y avait Thomson. Non, il y avait un jeu qui s'appelait Simon. C'était un truc circulaire comme ça, Avec avec couleurs. 4 touches de couleurs. On a un spécialiste des jeux aussi. C'était notre plus grand volume. C'était un truc, on vendait ça pour 1,5$ le circuit intégré ou quelque chose comme ça. C'était notre plus fort volume. Ouais. Simon Says. Simon Says. Mais j'ai appris ma première leçon de marketing chez eux. On vendait un circuit intégré dont j'oublie la fonction en 3 zones de température. Commerciale, donc de 0 à 50 ou 45. Industrielle, de moins 10 à plus 60, j'invente. Et militaire, de moins 25 à plus 100. C'était la même fonctionnalité, mais de valeurs différentes. Mais c'était un truc de très petit volume. Alors ce qu'il faisait, il fabriquait tous les circuits à la norme militaire. Il les mettait sur les étagères dans l'entrepôt sans les marquer. Et quand le client passait commande, on marquait à la demande. Et voilà. Et c'était plus facile à gérer l'inventaire, mais ça coûtait moins cher de faire ça comme ça. Et c'est la première fois que j'ai été exposé à ce genre d'idée. Je me dis, waouh, ça c'est super intéressant le concept. Ah oui, c'est un peu comme les fonctions des logiciels. Ouais. Tout est dans le logiciel et puis on développe la version pro, on débloque la version pro. C'était l'équivalent. Très bien. Et tu restais combien de temps chez Pas longtemps, 1 an. Un an? Je me suis rendu compte très vite que toutes les grandes décisions n'étaient pas prises en France.
Et bien qu'on ait une usine, des vendeurs, du marketing et tout, toutes les décisions étaient prises au Texas. Et donc, je me suis dit qu'il était grand temps de venir voir ce qui se passait ici. Au lieu d'aller au Texas, je suis venu ici. T'es venu où alors? À Stanford. À Stanford. Et j'ai regardé un peu, je dis tiens, c'est pas mal. Tu as fait un billet. Et puis c'était le 4 septembre 1980 et je suis toujours là. Ça va faire. Comme je pense que vous êtes tous, probablement tous, dans un schéma équivalent. Vous avez gagné la loterie. Hein. Non, c'est pas gagner la loterie, non, c'est jouer les bonnes cartes. Oui, c'était plus facile. Tu avais un visa d'étudiant à l'époque. Oui, j'avais un visa d'étudiant qu'à l'époque, après Stanford, je suis rentré chez Intel et Intel avait dit on vous embauche, on s'occupera de la carte verte. On s'occupera d'abord du H1, ensuite de la carte verte. À l'époque, c'était Where do I sign? À l'époque, c'était plus facile. C'était plus facile que maintenant. Il fallait 3 ans, 4 ans, mais c'était lent, mais c'était très méthodique. C'est sûr. Ouais, c'était plus ou moins garanti. Oui, non, Et à l'époque, l'entreprise croissait énormément, donc il fallait passer une petite annonce pour pouvoir prouver qu'il n'y avait pas d'Américains qui pouvaient faire le boulot. Mais si quelqu'un se présentait qui était bien, on l'embauchait aussi. Personne ne se plaignait. Donc personne ne se plaignait. Ça marchait très bien. Rien de changé. Toujours pareil. Ouais. Et donc, comment il s'appelle, David Emo, j'ai signé un truc pour un individu exceptionnel, encore maintenant, un Français, David Emo, qui rentre chez Apple en ce moment. Il a eu son visa, boum, vraiment facilement. Le H1 est difficile. Ouais. Ça peut prendre plus d'un an. Alors, chez Intel, tu es resté combien chez Intel? 20 ans? 23 ans. 23 ans. Donc là, on peut dire que tu as exploré pas mal de choses. Pas mal de choses. J'ai passé en fait 3 grands volets. Le premier, c'est 6 ans dans le marketing. Je m'occupais au début du microprocesseur qui était au centre du PC IBM. Et 80-88. Ça c'était difficile à voir. C'était assez difficile à voir. Et puis, à terme, je suis devenu directeur du marketing pour toute la division. C'était une récompense ou une punition? On peut se demander. Pour donner une idée de l'ordre de grandeur, quand je suis rentré en 82, la division microprocesseurs faisait à peine 100 millions de dollars de revenus. Et en 87, quand j'ai quitté, pour des raisons que je vais expliquer, on faisait plus d'1 milliard. Alors la raison pour laquelle j'ai quitté le marketing, c'est qu'on avait une seule division qui donc faisait 1 milliard de ventes. J'étais responsable de tout le marketing. À une extrémité, on vendait à des gens comme Silicon Graphics, comme Cray, qui faisaient des machines super sophistiquées. Et à l'autre extrémité, mes ingénieurs étaient en train d'apprendre aux Taïwanais comment est-ce qu'on mettait du cuivre sur des feuilles d'époxy pour faire des circuits imprimés. Pas des circuits intégrés, des circuits imprimés. Et donc on avait ça s'appelle dynamic range, un spectre dynamique entre les plus avancés et les moins sophistiqués qui était devenu intenable. Intenable pour mon équipe, intenable pour moi, intenable pour mon patron. Et donc on a pris la division et on l'a éclaté en 3. Et j'ai eu mon premier poste de direction générale, j'ai pris le très haut de gamme. Et donc tu vendais à Cray, Silicon Graphics, HP Colorado, donc tous les trucs qui avaient besoin de graphiques de très haute, Apollo, de très haute performance. Ouais. Tout ce qui est workstation, en fait. Tout ce qui était workstation, graphic workstation. Sauf Sun. Pardon? Sun était client aussi pour certaines machines, mais très petit. Oui, ils avaient sorti 1386. Ouais. Et j'ai donc eu mon premier poste de direction générale. Ensuite, j'ai fait d'autres trucs. Je me suis lancé dans ce qui était à l'époque le multimédia. Vous vous rappelez du multimédia? Les CD-ROM. C'est l'histoire ancienne. Le papyrus. Le nouveau papyrus. Je l'ai le bouquin. Voilà. Moi, je l'ai fait 86. Bouquin de 86. Petit grand-père, quand tu étais chez Intel, est-ce qu'il y avait des dîners? Et puis ensuite, j'ai lancé Intel. Ma femme et moi avons un fils qui avait à l'époque 5 ou 6 ans et qui a eu, comme beaucoup de jeunes à cette époque-là, un Nintendo pour Noël. Et le Nintendo m'a ouvert les yeux. Parce qu'en fait, les gamins, ils ne voulaient pas tellement la machine, mais ils voulaient les jeux.
Et donc, il choisissait la machine en fonction du jeu qu'il voulait avoir. Ben oui, mais en 88, 89, pour moi, c'était la grande révélation. Et donc, je suis allé voir mon patron et je lui ai dit, Intel n'a aucune relation avec les développeurs de logiciels. Il faut qu'on s'engage avec eux et qu'on travaille avec eux parce que j'avais lancé le 386, qui était le premier micro 32 bits en 85. Il a fallu attendre 95 pour que Microsoft ait un OS qui utilise les fonctions du circuit. Et donc l'idée c'était, est-ce qu'on peut travailler avec ces gens-là, les mettre au courant de nos projets, travailler avant le lancement, de façon à ce que le jour où on lance notre circuit, il y ait des logiciels qui utilisent les nouvelles fonctionnalités. Bon, j'ai commencé ça avec 4 gars et aujourd'hui il y a plus de 12 000 employés dans cette division. Ensuite, et donc cette division elle a comme client toute l'industrie du logiciel. C'est des relations. C'est pas vraiment, c'est une relation de coopération, pas une relation d'achat-vente. Oui, mais ça stimule. L'idée c'est de stimuler les vendeurs. Oui, j'ai bien compris. Oui. C'était l'époque où chaque fois qu'il y avait un nouveau logiciel qui était de plus en plus sophistiqué, il était de plus en plus épais, et donc il fallait plus de performance pour les circuits intégrés, et donc c'était un cercle vertueux. Ensuite, le PDG de l'époque, Barrett, m'a demandé de lancer un effort dans le domaine des produits grand public, que j'ai fait. On a créé mais c'était un peu... On a créé la plus... Comment ça s'appelle? Web Appliance. Oui, je me souviens. On a créé une Web Appliance. On avait envisagé d'utiliser iOS, mais en fait on a construit ça avec Linux. Et puis on est passé de 0 à 250 millions de dollars de chiffre d'affaires à 0 en 3 ans. Alors, parce qu'il y a eu la crise de 2001, et pareil, il m'a dit, c'était pas le métier dans lequel je veux être, je veux qu'on fasse que du semi-conducteur. Et donc il a arrêté ce truc-là, il a arrêté tout. De toute façon, le chemin, ça n'a bien réussi. C'est pas qu'on n'a pas essayé. Bref. Ensuite, j'ai passé 5 ans dans le groupe d'investissement Intel Capital, où j'étais responsable de tous les investissements en dehors des US. Et j'ai investi dans 25 pays, 156 entreprises, j'ai fait le calcul. Des tas de choses, surtout de logiciels, pour aider encore la relation avec Intel. On crée la demande. Quelques trucs de hard, mais surtout du logiciel. Et puis un jour j'ai eu 50 ans, un samedi j'ai eu 50 ans, et le lundi j'ai dit bye. Ou plutôt j'avais dit bye, et le lundi c'était mon dernier jour. Parce que j'en avais marre. C'est une longue histoire, mais il est arrivé à une époque où l'entreprise était tellement grande que pour aller aux toilettes, il fallait une autorisation en 3 exemplaires signée par un avocat, un représentant du personnel et un comptable. Et alors j'en ai eu marre. Oui. C'est le saucissonnage. Quand les tranches de saucisson deviennent trop minces, il n'y a plus de goût. C'est toujours le cas? Ah oui, bien sûr. Et c'est la taille de l'entreprise uniquement? Oui, c'est la taille de l'entreprise. Et bon, c'est un sujet qui m'intéresse, on peut en parler beaucoup, mais d'une façon générale, à mon avis, c'est pas qu'il y a une entreprise qui embauche tous les gens bien et une autre qui embauche tous les cons. A priori, quand on a 100 000 employés, on a une répartition à peu près. On a une courbe internationale. C'est pas qu'on a que des cons. Mais quand on a une entreprise de 200 millions de dollars par an, on prend des risques. Et l'équipe de direction, elle est motivée par la prise de risque et par la réussite. Quand c'est une grosse entreprise de 40 ou 50 milliards de dollars par an, le PDG, il est motivé par « whatever you do, don't fuck up ». Okay? Et donc, surtout pas faire de conneries, et donc on prend surtout pas de risques. Et donc, on crée des systèmes. Chez Intel, le département de la finance, c'est un peu comme le KGB, c'est un peu comme le Stasi. C'est bien. Ils savent. Chaleureux. C'est très chaleureux. Mais surtout, il y a l'organisation, il y a l'organigramme traditionnel qui dit qui travaille pour qui, mais il y en a un en parallèle, avec tous les gens de la finance
qui ont des connexions partout dans Ils ont un espion partout. Ils ont un espion partout. Et à l'époque, je ne sais plus comment c'est maintenant, ça fait presque 10 ans que j'ai quitté, tous les vendredis après-midi, tous les gens de la finance envoyaient au patron une petite note sur qui avait dit quoi cette semaine. Donc bon, alors à l'époque, il y a Sarbanes-Oxley, le CFO, il faut qu'il signe les résultats financiers. Donc le gars, il essaye de se protéger un peu. Il dit non. Il suffit de dire non. Donc en fait, la culture de l'entreprise avait changé complètement. Et vous pensez que c'est toujours le cas aujourd'hui? Oui, bien sûr. Oui. Alors justement, Avec le nouveau CEO. avec, je le connais difficile pas. de changer une culture. Mais Changer une culture, c'est pas facile. Mais pour essayer de prendre un peu de recul, moi je compare, ou plutôt je mets dans le même sac, Intel, Microsoft, Dell, Cisco. Pour moi, c'est les grandes entreprises des années 90 et HP. Mais HP est plus ancien. Moi, je regarde Intel, 40 ans d'histoire. Les 10-12 premières années, c'est un start-up qui fait du semi-conducteur. Donc on en vend à n'importe qui en des mémoires vives. On ne se lave pas les dents le matin, on se les lime. On se les lime, des mémoires vives, des mémoires banques, des microprocesseurs, des circuits de télécom. On fait le gars besoin de semi-conducteurs, on a ça. Deuxième phase, des 10 années qui suivent, c'est on découvre l'industrie du PC et on croit avec elle. Et c'est les grandes batailles d'architecture pour déterminer qui va être le gagnant de ce grand marché. Donc les gens contre qui on travaille, c'est National, Motorola, NCR, IBM, ces gens-là. AMD. Non, pas vraiment. Non, même pas. Je ne pense pas qu'on se réveille à la nuit pour surtout Motorola National. Les grandes guerres, c'était Motorola National et un peu plus tard avec les machines risques. Donc les 10 années suivantes, c'est vraiment le combat pour savoir qui va dominer cette nouvelle segment d'industrie. Les 10 années suivantes, c'est la belle époque. Toutes les décisions stratégiques qui sont prises par les équipes dirigeantes de Microsoft, de Dell, de Cisco et d'Intel dans leur salle de conférence ont un impact sur toute l'industrie des télécoms, toute l'industrie de l'informatique. Donc c'est vraiment le leadership stratégique d'un pan énorme de l'économie. Les 10 années qui suivent, c'est une période de maturation. Je ne veux pas dire déclin encore, mais de maturation. En ce sens que tout le monde a des ordinateurs, tout le monde a l'Internet, tout le monde a des routeurs, tout le monde a tout ça. On en a besoin, mais on ne prend plus les décisions stratégiques sur la base du choix de ces technologies. Et donc on voit maintenant qui sont les gens en tête, Apple, Facebook, Google, Baidu, des gens comme ça. Donc c'est très intéressant pour moi de reculer de 3 pas et de dire comment est-ce que ça évolue tout ça. Crois pas, c'est ce qui nous intéresse tous ici. Et là, enfin, il y a cet article, je crois que c'est dans Fortune, ou dans Forbes, je me souviens plus, dans lequel Paul Otellini raconte comment il a raté l'iPhone. C'est-à-dire qu'il n'a pas assez d'argent, et c'est trop petit. Non, c'est une combinaison de pas assez de revenus par unité, et avec un multiplicateur de volume 10 fois trop petit. L'iPhone. Oh, iPhone, d'accord. Il a eu la possibilité, parce qu'il était assez copain avec Steve Jobs, il a eu la possibilité de gagner le business de l'iPhone. Et il a dit non. Au lieu que ça soit Samsung. Enfin, Après, les deux ont perdu. les deux ont perdu. C'est Samsung le gagnant maintenant. Alors ton analyse de cette décision, l'analyse culturelle, parce que c'est pas. Je veux dire, pour moi, ça a été pris ici, ça n'a pas été pris ici. Ou alors c'est ici qui a dominé ça. C'était la bonne. Pardon ? Je crois que c'était la bonne décision. Le truc qui m'inquiète, moi, c'est. Enfin, le truc que Paul n'a pas dit. Il n'y avait pas de visibilité. Oui, mais c'était la deuxième fois qu'il prenait cette décision-là. Un nombre d'années précédentes, on a eu la possibilité de vendre le circuit intégré qui irait dans la Xbox de Microsoft. Et Paul, qui à l'époque était directeur général de la division microprocesseurs, avait dit non, je ne veux pas de ce business-là. Pour les mêmes raisons. Le prix est trop bas, le volume est trop petit. Et c'était Barrett, qui était PDG à l'époque, qui avait sauté dans l'avion, était allé à genoux à Redmond pour qu'on ait le business.
Et on l'avait eu. Et bon, c'était un business qui avait cru, qui n'était pas énorme, mais enfin, c'était un business est énorme que si c'est la somme de petits business qui sont, eux, chacun, ne sont pas énormes. Donc on avait gagné ce truc-là. Mais Paul avait dit non à l'époque. Et donc, quand j'ai entendu dire qu'il avait dit non à l'iPhone, c'était en fait la deuxième fois de sa carrière que je connais, peut-être une autre, mais il y a la deuxième fois où il a eu la même réflexion stratégique. Marc, Il n'y a pas grand-chose à y faire. Puisqu'on est en petit comité. Ouais. Je sais pas, il n'y avait pas les éléments à l'époque pour lui pour qu'il prenne la décision. Mais Tu te souviens pas de Rubinstein, qui était pas. C'est pas Steve. Mais la réaction qu'il avait eue, c'était Apple va pas nous apprendre à faire un téléphone. Apple n'en a jamais fait. C'est ce que toute l'industrie était persuadée de penser. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans Il y ce avait quand même les volumes de l'iPod. Mais quand même. Il y avait les volumes de l'iPod. Mais faire un iPhone, faire un téléphone, c'était inenvisageable. Mais Apple s'est trompé et Apple s'est trompé. Il n'a rien fait. Pourquoi Oui, c'était pas un téléphone. Apple s'est emmerdé d'avoir Intel comme partenaire que Samsung actuellement. Oui, aussi. Mais c'est pire que ça. C'est que, attends, quand dans la deuxième génération, quand le SDK est sorti, on est en petit comité, quand le SDK est sorti, première génération, iPhone 2.0, les paris c'était, on va peut-être avoir 1000 applications dès la première semaine. Ça sera super. C'est vrai. Fort. Donc déjà Apple ne le savait pas. 1950. Apple ne savait pas, comment tu veux qu'Intel le sache? Avec le recul, c'est facile de dire il a fait une erreur stratégique. C'est ça, Il manquait des visions. le truc. Et personne ne pouvait l'avoir. Le truc. Apple est un peu opaque quand même. C'est plutôt une question de mentalité, parce qu'effectivement, c'est très facile de prendre la bonne décision avec le recul. Hein, c'est l'histoire de Christophe. Quelqu'un m'a déjà expliqué qu'il était meilleur à prévoir le passé que le futur. Non, mais c'est l'histoire de Christophe Colomb. Hein. Quand il est parti, tout le monde pensait que c'était un couillon. Ouais. Et effectivement, le PDG de Nokia a été cité plusieurs fois dans la presse en ayant dit « ce n'est pas un vrai téléphone ». Donc, Il avait raison. Il avait raison. C'était un mauvais téléphone. Et donc ce qui m'intéresse, moi, c'est pas qu'ils ont pris la mauvaise décision, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'ils ont pris la mauvaise décision. Et à mon avis, c'est un problème culturel. Parce que je suis prêt à postuler pour les besoins de la conversation qu'on ne peut pas prédire le futur. Et donc, on est à une branche et on ne sait pas laquelle prendre. Okay, et donc, la question, c'est culturellement, qu'est-ce qu'on prend? Laquelle on prend? Et en 1980, Intel aurait pris, on fonce avec l'iPhone. Et en 2000, il a pris la branche en fonce. Quel était le risque? Alors, parce que la culture change. La décision, elle a été prise combien de temps à l'avance? Avant la sortie, parce que quand on voit l'iPhone, quand on voit Steve montrer l'iPhone, là on peut commencer à se gratter la tête. Maintenant, les protos d'un an avant, je les ai vus. Un an et demi. J'en sais rien. Les trucs qu'il y avait. Mais c'est pour ça que je dis, c'est pas le genre de décision qu'on prend avec des équations. C'est une décision culturelle. Ouais. Enfin, à côté la de ça, base de la je sais décision. pas si tu l'as su, mais le gars qui a fourni le touchscreen. Corning Glass, là, oui. Ouais, je les connais parce que j'étais au bord de Logic avec des Birryman qui étaient aussi au bord de cette boîte-là. Le gars a fait la discussion avec Steve, il n'avait pas le produit. Steve savait qu'il ne l'avait pas. Ouais. Et ils se sont dit, d'accord, on tape, on le fait. Ouais. Oui, mais c'est le temps de... Oui. Justement, c'est le... Alors, je vais dévier un peu... Dévions. Par rapport à c'est vrai. Je vais dévier un peu du plan que je m'étais fabriqué, parce que on s'est vu il y a quoi, une dizaine de jours pour préparer l'entretien d'aujourd'hui. Je vais te poser une question complètement différente. Pourquoi est-ce que tu n'es pas professeur à Harvard ou à Stanford Business School? J'ai pas de doctorat. On n'est pas en France. On n'est pas en France. Non mais sérieusement, parce que si tu veux, quand j'entends tes analyses, du Kriegspiel, du board game, ça serait mieux par exemple que ton copain David Yoffie, qui est quand même un gros con. En l'absence de données, je m'en passe de Il est commentaires. encore plus petit que moi. Comment? Il est encore plus petit que moi, David Yoffie. Tu le connais parce que c'est un administrateur d'Intel. Je le connais. Administrateur d'Intel. Je me lance dans un... Bon, maintenant, je fais je ne suis pas prof ni à Harvard ni à Stanford. Je travaille pour SRI à temps partiel. Et un des trucs que je fais beaucoup, c'est que je circule dans le monde entier
pour essayer d'aider les gens à créer des entreprises et à innover. Parce que vous connaissez le truc traditionnel, l'ingénieur, le scientifique a inventé les granules bleus de deuxième génération. Et alors, c'est formidable. Le monde entier a besoin de granules bleues. Et alors, ils pensent que les gens vont s'aligner à la porte pour venir acheter. Et ils vont regarder, il n'y a personne. C'est vous dire à quel point les clients sont cons. Donc, et ça, c'est un phénomène qu'on trouve dans le monde entier. Et donc, on a un programme, on va avec les universités, rencontrer les universités, les centres de recherche. Et on leur explique comment est-ce qu'on transforme l'invention en innovation, c'est-à-dire en quelque chose qui crée une nouvelle valeur pour un client et qui a un business model qui est sustainable, comme on dit ça. Alors, quelles sont les questions que tu leur poses? Il y a une méthode relativement organisée pour faire ça, mais le truc le plus fondamental, c'est qui est le client, de quoi a-t-il besoin et quelle valeur amenez-vous. Alors, pour revenir à la question que tu as posée, en fait, après avoir fait ça à l'université en Finlande, à l'université de Tokyo, à l'université de technologie en Malaisie, à l'université en Chine, je dis, tiens, mais les petits arts et métiers qui viennent l'été pour voir en stage, ils ne comprennent rien à l'entreprise et ils ne comprennent rien à la création d'entreprise. Et donc, avec Ben Amour, on est en train de mettre en place un cours où on crée une classe. Vous connaissez Ben Amour. Et donc, on est en train de mettre en place un cours, on a l'accord du patron. À l'INSEAD? Non, à l'ENSAM, aux arts et métiers. Aux arts et métiers. Et on va essayer de faire 30 élèves au mois de mars dans un séminaire d'une semaine où on leur fait qu'est-ce que l'entreprise, pourquoi l'entreprise et comment est-ce qu'on innove. On va leur apprendre, on va pas leur parler de techno, on va leur parler de clients, de taille de marché, d'étapes de croissance de l'entreprise, comment est-ce qu'on évalue de combien d'argent on a besoin, etc., etc. Si on arrive à en polluer 2, c'est bon, qui vont créer 2 entreprises, on aura gagné la semaine. Ça devrait, La question, c'est au bout d'un an, combien il y en a qui sont... Alors, si ça marche, le patron de l'école veut qu'on augmente ça et qu'on fasse ça pour un beaucoup plus grand nombre d'élèves. On va voir. Ouais. C'est bien ça. Alors, parle-moi un peu de la Chine, parce que tu m'as raconté, je zigzague un peu, mais vous allez voir pourquoi, qu'avec ton épouse, qui est ici présente, bonsoir, tu es allé en Chine comme ça. Comme ça. Alors raconte-nous. C'est une sorte de... c'est inexplicable. J'ai commencé à faire des affaires en Chine pour Intel en 91. On avait un bureau à Shanghai, la route devant n'était pas pavée. Et je suis allé en Chine, je sais pas, 20, 30, 40 fois pour affaires. Et puis depuis longtemps, je me dis, ce serait quand même bien si je pouvais communiquer avec ces gens. Et donc avec Cindy, on a commencé à apprendre le chinois ici par l'intermédiaire de l'école française à Palo Alto, leur classe pour adultes, il y a maintenant 6 ou 7 ans. Et donc on faisait des classes de chinois tous les lundis. Et puis un jour on a dit quand même, on est arrivé à un plateau. Alors on va aller en Chine. Et donc on a dit bon, on va y aller pour 3 semaines, 3 mois, et puis on y a passé 1 an. On a passé 1 an à aller à l'école tous les jours, à l'université de Pékin, et on a appris le chinois. Un seul truc à vous dire, c'est que ça s'oublie beaucoup plus vite que ça. Quand je suis revenu, C'est asymétrique. oui, la courbe est comme ça, et ensuite comme ça. Quand on est revenu ici en juillet, il y a 18 mois, et je pouvais lire probablement 2500 caractères. Et je pense que j'en ai déjà oublié la moitié. Mais le plus écœurant, c'est quand je regarde un truc, je dis ces caractères-là, je les connais. Je sais que je les ai appris. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Et je n'ai aucune idée de comment on les prononce. Mais je suis certain que je les ai appris. Les Chinois, c'est ça. Que j'arrive pas à les lire. Non. Est-ce que eux arrivent aussi à dire 2500? Ah oui, oui. Ouais. Oui, les Chinois éduqués vont lire au moins 5 livres. Alors le truc... c'est beaucoup plus que du vocabulaire en français. Alors. Le truc qui va, où ça nous paraît totalement évident une fois qu'on y réfléchit 30 secondes, c'est que chaque domaine a son vocabulaire. On peut parler de cuisine, d'énergie solaire, d'automobile, de construction en béton armé. Chaque domaine a son vocabulaire. Et si on ne connaît pas ce vocabulaire, on ne peut pas communiquer.
Et donc, en fait, on arrive assez rapidement au point où on peut aligner des phrases. On ne peut pas avoir une conversation profonde avec des gens qui viennent d'un domaine différent. Et donc, il y a besoin de créer un vocabulaire, et ça prend très longtemps. Ma sœur m'a suivi un an après, elle est à Los Angeles, elle est CFO d'une boîte. Quand on parle de notre famille, on parle français, quand on parle business, on parle anglais, parce que ni elle ni moi ne pouvons expliquer les stock options en français. Et donc, c'est le même problème que ma femme et moi avons en chinois, c'est qu'on peut se promener, on peut poser des questions, on rencontre les gens, mais il y a des trucs qui sont limités. En particulier, je suis un foutu de négocier un contrat. Trop dangereux. C'est trop dangereux. Le jour où je crois que je comprends, ça devient très dangereux. Oui, et ça c'est le point le plus dangereux. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Je ne peux pas vous donner de bonne réponse. La première bonne réponse que je peux vous donner, c'est si on ne faisait pas ça à 55 ans, est-ce qu'on le ferait à 75? Non. Bon, alors on le fait maintenant. Bon, ceci étant, bien sûr, on peut lire et écrire par les Chinois. Le plus intéressant, c'est bien sûr d'apprendre la culture. Et je pense que tout le monde ici est venu de France et donc a eu le même genre d'expérience. Quand on arrive aux États-Unis, on a une certaine idée des États-Unis, et au bout d'un an, on a une idée différente. Et donc, nous, on est allé en Chine avec une certaine idée de la Chine, et maintenant, on a une idée très différente. Cette idée, ça pourrait être Expliquer l'Amérique en 5 minutes ou moins. Ça, c'est le problème. C'est le problème. Bon, alors, justement, d'accord. On va rétrécir, oui, c'est ça, mais pas des tranches trop minces quand même. Tu as été à Pékin. Oui. Tu as été sûrement à Shanghai, évidemment. Oui, oui. Shenzhen, Chengdu, Xi'an, oui, tout ça. Harbin, oui. Tout ça. Alors, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur le côté capitalisme d'État de la Chine, c'est-à-dire capitalisme frénétique mais contrôlé par l'État? Ou est-ce que c'est complètement une image d'Épinal véhiculée par les médias américains? Ok, il y a deux aspects totalement différents à la réponse. Il y a une sorte de pacte non écrit entre le gouvernement, entre le Parti communiste et les Chinois, qui dit, d'un point de vue économique, vous pouvez faire ce que vous voulez. On vous laisse tranquille. Enrichissez-vous, tout va bien. D'un point de vue politique, c'est nous qu'on s'en occupe. Et si vous racontez des bêtises, le coup près va tomber. Donc, les gens qui veulent créer des entreprises, que ce soit un salon de coiffure ou une entreprise de 10 milliards de dollars de revenus, d'une façon générale, le gouvernement leur fout la paix. La minute où il sort un drapeau marqué « Libérer le Tibet », alors là, direct en prison, passez pas par la case. Donc ça, c'est... Ou il demande des commissions du gouvernement. D'une façon générale, ils leur foutent la paix. Deuxième volet, et on peut revenir sur la corruption dans un moment. Deuxième volet, il y a quand même les grandes entreprises qui appartiennent à l'État, les state-owned enterprises, en partie dans les industries soi-disant stratégiques, c'est-à-dire le charbon, les chemins de fer, les télécommunications, l'acierie, etc., l'aviation. Alors, dans ces marchés-là, il est très très difficile de faire de la compétition. Parce que... C'est administré par l'État. C'est administré par l'État. Comme en... Oh. Oui, dans un autre pays communiste, le nom ne vient pas de j'ai essayé de faire un grand deal de 50 millions de dollars de solaire dans une province au milieu de la Chine. On était de loin les plus qualifiés techniquement pour faire ce projet-là. Et on l'a perdu à une société qui appartenait à l'État, parce qu'ils avaient la passion. Donc, il y a ces deux aspects. Maintenant, pour revenir à la question que tu as posée, je crois, la façon dont Cindy et moi avons compris un peu les Chinois moyens, il y en a toujours qui ne sont pas d'accord, mais
le chinois moyen, ils sont relativement confortables avec cette idée qu'on ne critique pas le parti. Il y a deux choses qui vraiment les emmerdent royalement et qui, à mon avis, là c'est l'opinion, pourraient créer des problèmes importants. Un, la corruption. Et la corruption ne se fait pas tellement au très haut niveau, elle se fait au niveau de tous les jours. Local, oui, le fonctionnaire local. Le fonctionnaire local. À la mairie, à la police. Exactement. Donc le gars qui a besoin de bac chiche pour pouvoir faire quoi que ce soit. Dès qu'il y a besoin d'un bout de papier, dès qu'il y a besoin de... Il y a des emmerdes. Donc il y a la corruption. Le deuxième, la pollution. Et les États-Unis ont fait un truc extraordinaire qui a coûté 2500$ et qui a eu un impact extraordinaire. À l'ambassade de Pékin, il y a un détecteur de particules et tous les heures, il envoie un tweet qui explique quelle est la concentration de particules sur la machine. Et alors, il y a une page web, il y a écrit en très gros caractères, ce n'est absolument pas la pollution de Pékin, c'est juste dans le jardin de l'ambassade. Et chaque fois que le gouvernement chinois râle en disant c'est quoi cette histoire-là, il dit non, c'est pas à Pékin, c'est dans le jardin de l'ambassade. Alors, on était à Pékin à l'époque où les Chinois ont commencé à trouver ce truc-là. Il y a à peu près 300 000 étrangers qui vivent à Pékin. Il y avait 1 500 000 abonnés au tweet. Donc pas tous des étrangers. Et ce genre de truc qui a coûté rien du tout et qui a eu un impact extraordinaire. Parce que d'un seul coup, les gens ont dit, c'est pas simplement mes yeux et mon nez, il y a effectivement de la science derrière tout ça. Ils sont en train de nous empoisonner. Et de plus en plus, il y a des mouvements de gens qui vraiment ne sont pas contents à cause de ça. Les gens éduqués et riches veulent de l'air et de l'eau propre. Mais les gens pas éduqués et pauvres aussi ont besoin d'air et d'eau. Non, attends. Mais les gens éduqués, les gens qui ne sont pas éduqués et pas riches, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et puis ils disent c'est peut-être comme ça. Alors que les gens éduqués et riches, ils ont les moyens financiers et politiques finalement. Et tu crois que ça va s'arranger ça? À terme, oui. La question c'est comment ça à terme. C'est ce qui a tué l'Afrique. Pardon? La corruption, c'est ce qui a tué l'Afrique et la tué tout. La corruption du middle management. Ouais. Mais c'est pas l'Afrique. Alors, et pas du tout l'Afrique. Parce qu'il y a l'éducation. Il y a une chose qui est quand même très différente. Il y a des blagues comme dans un petit comité, je dirais. Il n'y a aucune différence entre les Juifs et les Chinois. Puisque c'est tous la famille, l'éducation et les paris. Donc c'est facile à dire compte tenu de mon ethnie personnelle. Mais en tout cas, il est sûr que la famille, l'éducation et l'épargne, c'est pas l'Afrique. Par contre, qu'est-ce que tu penses des problèmes ethniques en Chine? Tu en as vu ou tu n'en as pas vu? Pas grand-chose, pas grand-chose. On en a vu un peu. On était au Tibet le jour du 60e anniversaire de la PRC, de la République populaire. Et il y avait l'armée partout. On est allé au Xinjiang, où il y a des musulmans, où c'est 90%. C'est les Ouïghours, 90% des musulmans. C'est comme tout, hein. Il y a probablement 98% de gens qui vivent leur vie de tous les jours et qui ça les inquiète pas, et puis il y en a que vraiment ça embête. On a quand même eu des discussions super intéressantes au Tibet, c'était avant d'aller à Pékin, où en fait les gens nous ont dit, vous savez, quand c'était avant Mao, avant le Dalai Lama, avant que Mao arrive avec l'armée rouge, et quand c'était le Dalai Lama, il n'y avait quand même que 3 emplois disponibles. Garder les yaks, faire pousser du barley, c'est quoi, du houblon, ou moine. Ok, l'orge. Et quand Mao est arrivé, 30% de la population active, hommes et femmes, étaient dans les temples à rien faire. Alors que maintenant, et donc les gars nous ont dit, mais alors maintenant, nous, on peut faire des tas de choses. Donc ça, c'est un truc, on n'avait pas pensé à ça. L'autre truc dont on entend beaucoup dire des choses ici dans la presse américaine, c'est les Chinois envahissent le Tibet. En fait, il y a beaucoup de situations où c'est le gars était dans son village, il a été appelé à l'armée et il a été envoyé au Tibet. Il passe 2 ou 3 ans au Tibet dans l'armée
Et puis, il est libéré. Et il dit, qu'est-ce que je fais maintenant? S'il rentre dans son village, il n'y a pas grand-chose à faire. Et il dit, tiens, ici, là, à Lhasa, il n'y a pas assez de coiffeurs pour les gars. Donc, il ouvre un salon de coiffure. Et il y a une grande quantité de Chinois qui sont installés à Lhasa, qui sont venus comme ça, et qui sont venus et restés. Parce qu'ils ont dit, tiens, il y a moyen de faire des choses. Bon, il y a des petits avantages. Si on habite au Tibet, on peut avoir 3 enfants. Évidemment. La démographie, c'est le développement de la démographie. Ils veulent développer le nombre de Han. Apparemment, et ça, je ne l'ai pu le confirmer, mais on m'a dit 2 fois que le gouvernement chinois avait étudié précisément comment les États-Unis ont conquis l'Ouest. Et ils sont en train de créer des chemins de fer qui vont jusqu'à l'Ouest. Est-ce qu'on a l'impression que stratégiquement les Chinois pensent réellement à plus long terme qu'aux US ou pas? C'est comme au niveau des partis. Est-ce qu'au niveau des boîtes, on le ressent ou pas? Non, j'étais au conseil d'administration de plusieurs boîtes chinoises, on ne voit pas, et même presque le contraire. Très court terme. Du court terme. Les membres du parti sont promus tous les 5 ans, donc il faut qu'ils ont un nouveau poste, il faut que dans 3 ans ils puissent rajouter des trucs sur leur CV de façon à être considérés pour le poste suivant. Non, c'est pas plus stratégique. Il y a de la patience peut-être, mais ils ne sont pas beaucoup plus stratégiques. Non. Enfin, prenez tout ce que je dis avec la quantité de scènes nécessaire. Alors, on va encore changer de sujet, on va parler de voitures. Non mais voilà. C'était prévu. Question piège. Non. Moi je me souviens quand tu étais venu nous voir chez lui, tu avais une Taurus SH. J'ai pas oublié. Ça fait un moment ça. Oui, bah oui, ça fait Moteur Yamaha, quelques années, à peu près 20 ans. Et donc le 3 janvier, on te livre quoi? Porsche GT3. Moi qui remplace une... Si quelqu'un cherche une Porsche... Ici ou là-bas? Comment? Elle est livrée ici ou vous allez la chercher? Ah non, livré. Je ne veux pas me promener en Europe avec une Porsche. En Allemagne? Moi je suis en Allemagne. Peut-être en Allemagne. En Allemagne, je crois que ça va être cool. Il ne faut pas sortir de l'Allemagne. On peut aller en Allemagne et en Suisse. On peut aller en Allemagne et en Suisse. Pourquoi? Oui, en Bavière. Non, mais en Allemagne et en Suisse, ouais. Et le gars m'a la déconseillé parce qu'elle va être livrée en janvier. Il m'a dit si tu vas la chercher là-bas, il va falloir avoir des roues et des pneus d'hiver. C'est obligatoire. Oui, c'est vrai. Alors que les roues elles sont larges comme ça et il n'y a pas moyen de pneus d'hiver bien sûr. Bref, si quelqu'un veut acheter une Porsche GT3 de 2007, blanche, très bon état, entretenue par le dealer, utilisée tous les jours. Conduit par une vieille dame qui faisait juste ses courses le dimanche. Non, J'espère qu'elle a un peu tourné sur 5. 2 jours, c'est tout. Et j'ai les enregistrements pour prouver que le moteur n'a jamais été en survie. Et alors tu m'as dit aussi quand même que tu avais aussi refait avec soin une Porsche réelle qui a presque 50 ans. 1965. Alors je veux pas trahir tous les secrets, mais nous avons 2 fils et avec le jeune, il y a eu une époque où la relation entre lui et moi c'était loin d'être idéal. À 14-15 ans. Si ça ne nous est jamais arrivé, balancez la première pierre. Et donc, quand il a eu 16 ans ou 17 ans, je ne sais plus, j'ai acheté une Porsche de 1965 qui avait besoin d'un bon coup de main. Et lui et moi l'avons remis en place. On l'a remis en état de façon à ce qu'on puisse rouler avec. C'est une 911 et on l'a transformée en voiture de piste. D'abord, donc depuis, ça fait 10 ans maintenant. Tu as changé l'allumage? Oui, changé d'allumage, repeint tout, changé de siège, mis des ceintures de sécurité sérieuses, une cage, des freins qui freinent, enfin bref, plein de choses. Et donc on a eu une voiture qui est dédiée au circuit et je lui ai appris à conduire sur le circuit. Donc on a une voiture qui fait que ça.
le plus intéressant, c'est qu'il a découvert que papa connaissait des trucs que lui ne connaissait pas. Mon Dieu. Mon Dieu. Énorme surprise. Mais tu vois, alors, attends, tu as des tas d'outillages, tu as un tour. Tout projet est une occasion d'acheter un nouvel outil. Ça, c'est... Je vois... C'est comme ça. Tout projet est une bonne raison. Et donc, tu as tout, quoi. Oh, j'ai assez de choses. Tu as assez de choses, par exemple. Un tournevis. Tu as de quoi caler un vieil allumage. Ah oui. Bien sûr. Déclencheur stroboscopique, contrôleur Hotwell. Oui, oui. Bon, ça c'est normal. J'ai une clé dynamométrique que j'avais achetée à l'école, j'ai encore le bout de papier, 1975. Facom. Vous connaissez Facom? Resurfacer les cylindres. Resurfacer les cylindres. Oh, je vais faire ça. C'est équipé quand même. Mais tu as un tour, tu as une tour perceuse. Ah oui, oui. Il y a moyen de faire des choses. Mais j'avoue qu'il arrive à une époque où c'est plus facile de signer des chèques pour faire tout ça. Oui. Bon, enfin, ça m'occupe. Et surtout, c'est un sport que j'adore. Je suis instructeur sur piste maintenant. L'hiver dernier, avec ma femme, on est allé au ce qu'on appelle Camp 4, qui est à côté du circuit de Mont-Tremblant au Québec, pour conduire des Porsche sur glace. Ils ont des lacs gelés avec de la neige partout et on apprend à conduire sur glace que à Palo Alto, on a relativement peu l'occasion de faire ça. Et donc j'adore ça. Mais donc j'ai l'aspect hobby, l'aspect passion pour moi. La leçon de vie, si je veux dire, life lesson, c'est que vraiment maintenant avec mon fils, on a une très très bonne relation. Donc ça a été le catalyste qui a vraiment changé la façon dont notre relation a évolué. Ça c'est un de vos deux enfants, de l'autre. Et le jeune fait de la bière à Portland. L'autre fait de la quoi? De la bière. De la bière. L'autre est à San Diego, il fait du logiciel. Il est directeur d'engineering dans une petite boîte. C'est la deuxième plus grande entreprise de vente de planches à roulettes des États-Unis. Ça c'est encore une très bonne histoire. Ils font tout ça sur Internet. Skateboard. Ça c'est vachement bien. Oui, ça c'est un bon marché. Mais c'est tout ce qu'ils font comme glisse, ils font rien d'autre. Ils font rien d'autre. Non, ils sont complètement concentrés sur un truc et c'est tout sur Internet. Absolument tout sur Internet. Ça c'est extraordinaire. Donc le client achète sur mesure. Sur mesure. Il choisit la planche, il choisit les trucks, les roulements à billes, les roues. Il configure tout ça sur Internet. Clique. C'est quoi la marque? Non, la boîte s'appelle Mearskate. M-U-A-R. Comment? C'est intéressant. Voilà. Donc, alors qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Quand je serai grand, je ne sais pas. Je pense ça. Est-ce que tu veux faire du bateau, de la planche à voile, du kitesurf, du ski? Non, je crois que je vais continuer à faire de la voiture. Je vais faire encore un petit moment. Ouais. Ouais. Bon, enfin, des petits trucs. Pas de gentleman racer, c'est ça? Je suis bien trop vieux pour pouvoir gagner en Formule 1 avec en club Porsche. Il y a combien de courses? Tu fais combien de courses par an? Écoute, là, j'étais très mauvais élève cette année. J'étais à Laguna il y a mardi, c'était simplement la deuxième journée de 2013. Alors qu'il y a eu des années où j'allais passer 15 à 20 jours par an. Ah, quand même. Ouais, c'était bien. Et là, j'étais en baisse. Et c'est Porsche uniquement? En général, c'est Porsche uniquement, pas toujours. Non, mais par exemple, tu n'accepterais pas d'être vu au volant d'une Corvette? Il faudrait que je change mon prénom, je m'appelle Joba. D'accord, on voit il y a une opinion là. Peut-être discerner une opinion là-dedans, oui. Alors, donc, Corvette, non. Italienne? Non. Tesla? Anglaise. Mazda. Tesla. La nouvelle Jaguar F à Panama.
Je l'ai pas vu en personne. C'est une voiture indienne, ça. Ouais. Oui, non, mais sérieusement, non, mais c'est la table. non, mais très Et la 918? Ah non, ça c'est très au-delà de mes budgets. Vous pouvez l'essayer? Et puis elle est moche. Elle est moche. Non, je connais pas de gens qui ont accès à ce genre de choses. Carrera GT, il y a des cas. Non, il fallait une. Ah oui, ça. Elle voudrait baisser? Oui, ça c'est. Enfin. Je crois que dans les 5 ans qui viennent, je vais continuer à faire ce genre de choses. Et puis, toute cette idée d'innovation, d'aider les entreprises à démarrer, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Mais sérieusement. Surtout parce qu'il y a beaucoup de gens, je fais des blagues sur les ingénieurs, mais il y a beaucoup de techniciens qui ont des idées extraordinaires. Et si on arrive à les aider à façonner leur idée de façon à ce qu'ils arrivent à vraiment créer une valeur pour un client, il y a moyen de faire des trucs très bien. Des trucs vraiment très bien. Vraiment, je pense, là, je suis un peu. J'ai un biais parce que deux de nos enfants, deux de nos deux filles ont été dans une école de commerce de la côte Est et une de la côte Ouest, si tu vois ce que je veux dire. Et j'ai vu il n'y en a qu'une qui a réussi. La plus jeune qui sort de Stanford travaille chez Box. Et j'en entends parler assez régulièrement. L'autre travaille chez Google. C'est pas pareil. Il y en a une qui a un profil de consultante, qui parle. Elle parle comme un consultant. Elle était au BCG avant et après HBS. Et elle est chez Google. Elle parle comme Sophie. Je prends les paris d'ici 5 ans. Oui. Et la plus jeune qui a été chez Cisco avant d'aller à Stanford, elle a plus le profil de start-up. Lui qui a un profil de. Enfin bref. Moi, ce que je regrette, c'est que j'ai vu le corps enseignant. J'ai vu le corps enseignant et ayant été moi-même mauvais élève, j'ai dit tout le mal qu'ils ont pu entendre de leur enfance des métiers de conseil, de côté consultant et des MBA. Donc, pour ma punition, oui, monsieur, donc sérieux, ça veut dire. Et en particulier du BCG. Donc je ne suis pas le seul qui a eu des problèmes avec les enfants. Et donc, j'ai vu l'enthousiasme de nos enfants à l'école. Et donc, j'entendais parler, c'est super, ça, donc je suis allé voir, j'ai rencontré les profs dans les deux cas. Et c'est époustouflant. C'est époustouflant. La qualité du corps enseignant, c'est vraiment, c'est bien. C'est vraiment bien. Donc j'étais content, parce qu'avec l'échec, quand même, je me suis dit, c'est pas de l'argent foutu en l'air. Et je me dis, pourquoi est-ce que tu ne deviens pas prof à Stanford? Oui, pourquoi pas. Mais. Non, mais sérieusement. Le truc, et ce qu'il y a peut-être. J'espère. On va parce que je peux t'arranger. Sérieusement, je peux t'arranger un rendez-vous. Why not? Pourquoi pas? Non, mais sérieux. Pour le moment, c'est. Parce que la façon dont tu parles des affaires, des ingénieurs et tout ça. J'ai pas exploré cette idée-là. Bon, d'accord. Ah, pourquoi pas? Ce que je me dis. Vous savez que moins de 3% des brevets déposés dans le monde touchent de l'argent. Il y en a 97% où il y a un beau diplôme qu'on peut accrocher dans les toilettes, et c'est que ça. Si on pouvait arriver à convaincre un petit nombre de techniciens, ingénieurs, chercheurs, d'utiliser des techniques un peu différentes de façon à prendre leur invention et la commercialiser, il y aurait probablement moyen de créer des trucs extraordinaires. Donc c'est ça que je voudrais faire. C'est ça que je veux faire. D'où cette idée d'aller faire une classe aux arts et métiers à Paris, d'où c'est d'aller faire du conseil un peu partout dans le monde dans les universités. Pourquoi pas faire ça à Stanford aussi? Ou alors à l'école d'ingénierie, pardon, de couper. Je
je me suis retrouvé en face d'élèves des écoles d'ingénieurs, il y en a plusieurs à Stanford, plusieurs départements d'ingénierie, et il y a des électifs de business development. Tu veux pas aller enseigner dans ces... Pourquoi pas? Réponse à une question que je n'ai pas posée. Je ne sais pas comment est l'éducation en France aujourd'hui. Quand j'étais aux Arts et Métiers, c'était vraiment, on apprend le bouquin, on répète ce que le prof raconte. Le projet de son étude, c'était un mouton à 5 pattes qui n'avait aucune application pratique possible. Parce que le prof, de toute façon, ne connaissait rien à rien. Bon, on a eu le diplôme tranquille, c'était bien. On arrive à Stanford, la méthode d'éducation est totalement différente. Il m'a fallu plusieurs mois pour m'y mettre. Parce que les devoirs, c'est plus des devoirs en fait, c'est vraiment l'application de situations réelles de la vie. Et une fois que, et on en parle, et il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse noir et blanc, il y a différentes possibilités. Et j'ai pris une classe de conception de circuit intégré à Stanford quand j'étais à la Business School, et c'était pareil. Bon, évidemment, le circuit fonctionne ou il marche, il ne fonctionne pas, mais il n'y a pas une seule façon de le faire. Il y a différentes méthodes pour approcher ça, qu'on n'avait pas du tout appris en France. Alors, dernière partie de la réponse de la question que tu avais posée. En Chine, ils sont fous furieux. Il faut tout apprendre par cœur. Et que ce soit en classe de langue chinoise, en classe de comptabilité, en classe d'informatique, on apprend tout par cœur. Alors, vouloir changer une virgule et la couleur des caractères, on n'a jamais vu ce problème-là. On n'a pas appris. Mais en même temps, dans le boulot, ils sont, enfin, moi je trouve qu'ils sont assez des merdes. Ils sont assez. Ils Ceux sont les moyens du bord. Ceux qui sont ici. Ceux qui sont en Chine. Moi, je sais des boîtes de fabrication très simples en Chine et ils sont très démerdards. Ils ont des machines qui datent des années 30. Ils connaissent par cœur. Nous, on a été vraiment choqués à l'université de la façon d'éduquer les jeunes. Mais je parle pas de l'éducation, je parle au niveau entreprise. Ouais. Écoute, puisqu'on va d'abord, je vais te remercier de livrer à ce processus. Et puis je vais te livrer maintenant aux questions. Et alors maintenant, dans Green Tech. Alors oui, j'en ai pas parlé. J'ai lancé une entreprise de solaire en 2007. On vend de l'électricité. Alors je me suis dit très rapidement en regardant le solaire qu'il n'y avait rien à faire dans la techno. La techno, c'est toutes les commodités. Et donc, on va acheter des technos qui vont bien et on va faire un montage financier. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des projets de 1 mégawatt qu'on a fait financer par des tierces personnes. Et ensuite, on est allé voir les gars et on a dit voilà, on va mettre des panneaux solaires sur votre installation en échange d'un contrat de 30 ans pour que vous achetiez ce qu'on fabrique. On a fait une très belle installation, la station d'épuration d'eau de Hollister. On a fait aussi 10 campus des écoles de Hollister. On a une installation à San Diego, une à Oakland, une à Sonoma. Au jour d'aujourd'hui, on vend l'électricité tous les mois, je fais des factures, on récupère l'argent. On n'a pas fait de projet depuis 3 ans. Parce que j'ai appris un truc, encore une expérience de la vie. Quand on fait un projet de 6 millions de dollars et qu'on a 8% de commission, on peut acheter à manger. Mais quand le prix des panneaux solaires est divisé par 4 et que le projet est de même taille, c'est plus 6 millions, c'est maintenant 2 millions, et qu'on a 8% de 2 millions, les avocats ils sont pas moins chers, le conseil municipal il décide pas plus vite, les ouvriers syndiqués de la société de construction ils travaillent pas moins cher. Et donc, en fait, on a la même quantité de boulot, mais on touche un tiers ou un quart de l'argent pour nous. Donc, on s'est dit, donc on n'a pas fait de nouveaux projets depuis longtemps. Ceci étant, ça c'est une caractéristique de l'entreprise que j'ai créée. On est une petite boîte. Ceci étant, je crois énormément au solaire. Et dans d'autres climats, au vent, pas ici, mais dans d'autres climats, il y a des trucs extraordinaires. Ça. Les prix ont baissé tellement que c'est compétitif avec la grille dans beaucoup de coins. Pas partout, mais dans beaucoup de coins. En Californie, le solaire est compétitif.
Dans l'État de Washington, il ne l'est pas à cause des barrages. Oui. Ici, le courant électrique, vous le payez combien? Vous le payez de 15 à 25 cents le kilowattheure. Ça dépend de la période de l'année. À Seattle, c'est 3 cents. À 25 cents, je peux vous faire un deal qui économiquement vaut le coup. À 3, il y a quand même. Donc ça dépend des zones. Je sais pas avec qui je parlais. En Écosse, c'est pas la peine de faire du solaire, mais l'éolien, c'est très bien. Donc en fait, ça dépend un peu où on est. Et puis il y a plein de terrains qui n'ont aucune valeur économique. Les parkings, la station d'épuration d'eau où ils remettent l'eau par terre et puis on ne peut pas mettre d'immeubles, on ne peut pas mettre de vaches, on ne peut rien faire. Donc on n'a qu'à mettre des panneaux solaires. Toutes les rampes d'accès d'aéroports. Il y a du terrain qui n'a aucune valeur commerciale partout qu'on peut utiliser pour mettre du solaire. Vous avez les deux parlé de groupes ethniques et de religion. Je voulais savoir quelle est votre religion et la vôtre, pour qu'on puisse vous rendre la balle. Non, je ne réponds pas à cette question. Je n'ai plus de religion. Je n'ai plus de religion. Et j'ai très peur des religions. Parce que je vois les dégâts. Question suivante. Question qui n'a rien à voir, vous disiez instructeur. Donc vous parlez si on cherche un instructeur. Oui, bien sûr. Une leçon que j'ai apprise en devenant instructeur de conduite, c'était que j'étais dans la voiture avec un élève et je savais qu'il faisait des choses pas correctement, mais je ne savais pas comment expliquer ce qu'il fallait faire à la place. Et donc, genre, la demi-heure suivante, j'allais dans ma voiture en disant, ok, qu'est-ce que je fais dans ce virage? Ah, ok. Et donc, je retournais à le voir et disais, bon, alors, maintenant, on va travailler sur ce virage-là, et voilà ce que tu vas faire. Et j'ai donc, en étant obligé d'instruire, je suis devenu un meilleur conducteur parce que j'ai réfléchi à ce que je faisais. Et ça, c'est super intéressant. Toutes les disciplines. Oui, c'est vrai, c'est dans toutes les disciplines. Les arts martiaux, c'est pareil. Autre sujet? Autre question? L'avenir de la Chine, on va se casser les figures, on va commencer à accumuler de l'argent, parce que pour l'instant, ils en ont plus. Les villes désertes et tout ça, c'est non, c'est très prétentieux pour moi de donner une réponse. J'en sais rien. Ceci étant, les Chinois sont des gens comme vous et moi. Ils ont une vie qui est plus confortable que celle de leurs parents. Ils ont des espoirs pour leurs enfants. Ils n'ont pas de grands... Au niveau de l'homme de la rue ou de la femme de la rue, ils n'ont pas de grands dessins géopolitiques. Ils ont simplement envie d'avoir une vie confortable et fulfilling. Il y a 1,3 milliard de gens qui sont sur ce vecteur-là, qui travaillent énormément, qui sont prêts à se sacrifier pour eux-mêmes et pour les générations futures. Donc, à mon avis, la tendance est de continuer à être droite et positive. Non, elle continue à être positive. Bon, ça verra des aléas. Leur gouvernement a des tas de problèmes. Si nous, on en avait un qui n'en avait aucun, on pourrait en parler. Mais en fait, vu les problèmes qu'on a ici, il y a en Europe, oui, les politiciens n'ont pas le monopole de la connerie. Écoute, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Avec plaisir. J'allais dire